podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, pourquoi pas moi avec Charlotte Desrosiers. Bonjour Charlotte. Bonjour Claire. Tu es la créatrice du podcast Pourquoi pas moi, un podcast qui plonge dans les coulisses de la réussite de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est un podcast qui parle de sens au travail, d'épanouissement personnel, professionnel, de comment est-ce qu'on sort du burn-out et qu'on s'aligne avec soi-même. C'est un podcast que tu as lancé, il me semble, en 2020 suite à un burn-out que tu as toi-même fait. Tu as également écrit un livre, lancé plusieurs programmes d'accompagnement. 2 livres. 2 livres. OK, 2 livres. Je pensais que le 2e n'était pas encore sorti, mais tu vois? Si. C'est OK. le 3e qui est pas encore sorti. Ah, c'est le 3e. OK. Donc quasiment 3 livres, du coup. Pour commencer, donc je voudrais qu'on revienne un petit peu sur, peut-être cette période de post-burn-out puisque donc en 2019, tu fais ton burn-out. De ce que j'ai pu, lire et entendre, c'est une période de flou, hein, comme beaucoup de personnes où tu te demandes un petit peu, ce que tu vas faire et comment tu vas, te réaligner dans ta vie avec cette conscience que tu veux, vraiment, changer assez radicalement. Je me demandais ce qui t'avait orienté vers le podcast. Est-ce que tu as mis un peu de temps avant de t'orienter vers ça et pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans le podcast? Alors je dirais que c'était pas du flou, c'était c'était l'horreur. Ouais, C'était, OK. c'était la tempête absolue. Je savais plus du tout qui j'étais. J'avais l'impression de servir à rien, de ne plus avoir aucun talent, que, la vie n'avait aucun sens. Donc non, c'était plus que, j'étais plus que dans le flou à ce moment-là. J'étais vraiment au fond du gouffre et en fait, le podcast est arrivé dans ma vie, parce que je connaissais Mathieu Stéphanie personnellement, donc qui a créé notamment, Génération Do It Yourself et donc j'avais vu le début de Génération Do It Yourself et donc j'avais commencé à écouter des podcasts comme ça. Et puis, le podcast est arrivé encore dans ma vie parce que, au printemps 2019, j'ai mon boss, donc à l'époque, je suis directrice marketing et j'ai mon boss qui me dit: «Ah bah tiens, ma femme qui est écrivaine s'est fait interviewer par Pénélope Boeuf dans son podcast Pic Parole, tu devrais, la rencontrer, voir s'il y a pas un truc à faire». Sachant qu'à l'époque, Pénélope, elle était connue, mais rien à voir avec aujourd'hui et donc je la rencontre pour voir dans quelle mesure on peut pas faire un partenariat, enfin la faire bosser pour la boîte où j'étais. Sauf que bon, bah, j'étais, aux prémices du enfin, c'était plus les prémices, hein, c'était les portes, vraiment les portes, j'étais collée au burn-out et bon, j'ai adoré son contact, j'ai adoré, le format et du coup, j'ai commencé à écouter plein de tous les piques-paroles et dans ce moment où ça a commencé à vraiment pas aller bien dans ma vie, ça me permettait de retrouver de l'espoir, de me dire: «Ah tiens», alors, clairement, en fait, juste avant le burn-out, c'est ce qu'on appelle le burn-in et il y a des moments où tu reprends de l'espoir et de l'énergie et tu continues à appuyer sur l'accélérateur et tu te prends le mur. Et donc quand même dans ces petites montées d'espoir, j'écoutais ces podcasts et je trouvais ça trop chouette et puis, je fais mon burn-out. À ce moment-là, je me marie avec le père de mes enfants et on se dit: «Ah, on aimerait trop avoir une arrivée, un peu sympa au moment du mariage» et donc on a l'idée de demander à Pénélope de nous faire un pic-parole sur la vie de notre couple, et donc qui a été diffusé juste avant qu'on arrive, j'allais dire dans la salle du mariage. C'était un jardin, mais voilà, juste avant qu'on arrive et j'avais adoré, l'exercice, j'avais trouvé ça génial et puis on dit, tu sais, souvent que tu vas aller chercher chez les autres ce que tu es capable de faire toi-même. Donc l'orage, la tempête du burn-out, on met fin à mon contrat de travail avec mon boss après un long arrêt maladie. Enfin long, pas si long que ça par rapport à un burn-out, mais long dans quand tu n'as jamais pris plus de 3 jours d'arrêt maladie et donc là, on arrive en novembre 2019 et en gros, littéralement, comment ça s'est passé, c'est qu'on est face à un feu de cheminée donc avec mon jeune mari et sachant que je fais une petite parenthèse pour que vous ayez tous les éléments de contexte, c'est que, j'ai été directrice marketing avant dans la boîte de mon ex, enfin qui est devenu mon ex-mari maintenant. Donc on a toujours beaucoup parlé de travail ensemble. OK. Et on se fait en fait une soirée brainstorming sur, la création d'un podcast pour sa boîte et que je connaissais du coup très, très bien parce que j'y avais bossé pendant 6 ans. On explorait le persona, tout ça et puis j'ai la conclusion, c'est que lui, ce qu'il avait envie de raconter, ça correspondait pas du tout à ce que moi j'avais envie de raconter
Et d'un coup, vraiment d'un seul, je suis face à ce feu de cheminée et je lui dis: «Mais moi, ce que je veux faire, eh bien, c'est un podcast qui va s'appeler Pourquoi pas moi? Et je vais aller à la rencontre de ces personnes qui ont osé écouter leur petite voix». Et ce qui est hallucinant, c'est que, tu vois, en tant que directrice marketing, j'ai fait un nombre de plateformes de marques, de brainstorming sur des noms de marques. Là, il y a eu 0 brainstorming, c'est apparu comme ça. C'était genre vraiment, mon inconscient qui me dit: «Bah, en fait, il va s'appeler comme ça». Donc premier truc que je fais, c'est, je vais voir si, le nom est dispo, à la fois en termes de marque et à la fois en termes de disponibilité pour le podcast et c'était OK. Et à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que, je me rappelle du coup que, à l'époque où ça allait pas du tout, les podcasts m'avaient vraiment aidée. Et puis, en fait, dans le burn-out, la première étape, c'est le déni. Et moi, mon entourage m'avait dit: «Charlotte, ralentis», mais sauf qu'en fait, je l'ai pas du tout écouté parce que j'étais tellement dans un déni de mon état que, ça ne suffisait pas. Et donc là, à ce moment-là, je voyais toutes mes amies, qui, prenaient exactement le même chemin que moi, mais qui n'étaient pas en capacité d'écouter le message de, «Si vous continuez comme ça, vous allez finir dans le même état que moi et je vous le recommande pas parce que c'est vraiment pas cool». À côté de ça, leur dire ça suffisait pas. Et donc je me suis dit: «Moi, ce que je veux, c'est aller rencontrer des personnes qui ont donc osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Mais ce que j'avais vraiment envie d'aller voir, c'était les peurs, les doutes, le rôle dans l'entourage. Parce que des podcasts, il en existait déjà quand même quelques-uns à l'époque, qui étaient de très bonne qualité. Mais ce qui m'embêtait, c'est qu'on n'allait jamais creuser les peurs, les doutes, les échecs. C'était toujours, ah ben regardez, c'est super, il a réussi, il a fait ci, il a fait ça. Et moi, vraiment, ce que j'avais besoin de montrer, de démontrer pour les autres et pour moi aussi, en étant complètement honnête, c'était de se dire, bah voilà, n'importe quel que soit ton parcours de vie, que tu aies fait un burn-out, que tu pas fait de burn-out, que tu jamais eu d'accident de la vie ou quoi, c'est pas la ligne, la route, elle est pas droite pour tout le monde. Et donc j'ai vraiment eu à cœur d'aller rencontrer une énorme diversité de personnes. Et d'ailleurs, tu vois, une des premières questions qui s'est posée, c'est: «Qui je vais interviewer?» Ouais. Et on avait eu le débat donc du coup, notamment avec, voilà, avec mon ex-mari, c'est: «Est-ce que j'interviewe que des personnes célèbres, oui ou non?» Parce que clairement, on sait que quand tu interviews que des personnes célèbres, bon, il faut arriver à les toucher, mais clairement, ça te permet de bénéficier de leur communauté. Ouais, ouais, tu vas les Mais toucher moi, beaucoup plus. ce qui me dérangeait avec ça, c'est que, de faire que des personnes célèbres, c'était que j'avais vraiment envie de montrer les coulisses des réussites d'une grande diversité de profils. Parce que, tout le monde ne va pas s'identifier à une personne célèbre. Et donc l'idée, c'était de dire: «Regardez, cette personne-là, elle a perdu un enfant. Cette personne-là, elle a fait un cancer. Cette personne-là, elle a rien eu. Elle s'est juste réveillée un jour en se disant finalement que cette vie ne lui correspondait pas. Cette personne-là, en fait, depuis toujours, elle sait ce qu'elle veut faire et elle l'a fait. Donc l'idée, c'est pas de montrer que des reconversions, même si c'est quand même l'essentiel. Tout le monde n'a pas eu de drame ou quoi, mais l'idée, c'est vraiment de dire: «Regardez, on est tous humains, on a tous la possibilité de réussir». Et quand tu te lances dans le podcast, du coup, est-ce que tu te dis que tu vas en faire une activité pro et que tu vas potentiellement gagner ta vie? Ou est-ce que c'est une question qui se pose pas tant que ça et que tu as vraiment besoin de te reconstruire, de te lancer dans quelque chose qui te fait du bien et que tu dis: «Je me lance là-dedans et on verra, j'ai un peu de temps devant moi»? Alors, en fait, déjà, j'ai hyper peur, vraiment. Enfin, tu vois, au moment où je me lance, j'ai l'impression que je sers à rien, que j'ai aucun talent, hein, donc si tu veux, et j'avais cette peur de me dire: «Je vais faire perdre du temps à mes invités» et puis, et puis si ça me plaît pas, donc du coup, j'y suis vraiment allée étape par étape. J'ai fait la liste de toutes les personnes que je rêverais, d'interviewer. OK. Et j'ai mis notamment au début des personnes que je connaissais. Et je me suis dit: «OK, je vais pas contacter tout le monde, je vais contacter 2 personnes que je connais personnellement, mais dont on n'est pas proche». Donc tu vois, typiquement, bah, voilà, j'ai contacté, la femme de mon ancien boss qui avait été interviewée par Pénélope. Et puis j'ai proposé à une copine d'enfance, où on était restés en contact, mais vraiment, on va appeler ça un ami Facebook, quoi. Et les 2 me répondent, mais genre, dans la journée ou le truc de fou. La deuxième, qui s'appelle Charlotte aussi, me dit: «Écoute, franchement, ça serait avec plaisir, mais bon, pour l'instant, c'est pas le bon moment pour moi pour prendre la parole parce que je suis en levée de fonds ou je sais pas quoi». Bon, finalement, je l'ai interviewée 1 an et demi plus tard. Et la deuxième, Sophie, qui me dit: «Bah, écoute, ouais, la semaine prochaine». Et là, tu fais: «Waouh, OK, bon, bah, ouais, Mmh. la semaine prochaine, allons-y». Donc là, trop sympa parce que, moi j'ai un côté très, très perfectionniste, surtout qu'à l'époque, c'était un peu on est donc fin 2019, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué dans notre société depuis.
Et donc, j'ai la croyance qu'un podcast, ça s'enregistre dans un studio de podcast, qu'il faut faire les choses bien, ou en tout cas, sans avoir un studio, en tout cas, avoir le bon matériel pour ça et pas le faire sur Zoom avec de simples écouteurs. Et là, hyper sympa, Mathieu Stéphanie, donc je demande je dis à Mathieu, bah voilà, j'ai ce projet de podcast et il me dit, écoute, je te prête mon studio, tu fais 3 interviews. Si ça te plaît, Génial t'achètes le ça. matos. Ouais, génial. Franchement, je le remercie encore parce que c'est vraiment un beau cadeau qu'il m'a fait. Même si, parenthèse, pour les gens qui se lancent aujourd'hui, moi, aujourd'hui, mes interviews, je fais du, allez, 90% à distance avec un Zoom, pas l'enregistreur, un Zoom, le logiciel pour faire les réunions. Les personnes, ils ont leurs écouteurs. Enfin, on est vraiment en mode à l'arrache, mais aujourd'hui, la qualité sonore fait que ça sera jamais aussi bien qu'avec la qualité du matos qu'on a toutes les 2 là maintenant. Ouais. Mais en tout cas, ça fait Tu as un son qui est complètement le correct quoi. Ouais, qui est bon, c'était un ouais. son qui est complètement OK Ouais. et donc bon, c'était ma croyance à l'époque. Je me lance, je fais la première interview, je flippe en me disant, «Est-ce que je vais pas fait perdre son temps et tout?» Et puis finalement, je me rends compte que j'ai adoré ce moment. Elle a enfin voilà, alors je sais pas si elle a adoré, mais en tout cas, elle a passé un bon moment et puis voilà, du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais en faire un deuxième, un troisième et puis c'était parti et pour répondre du coup à ta question sur est-ce que j'avais prévu d'en faire un business? Tout de suite, je me suis dit: «Ça allait être quelque chose et j'allais en vivre un jour». Mais alors, j'avais aucune idée de comment j'allais en vivre, mais comme j'avais tout de suite l'intuition que ça allait marcher, j'ai tout de suite déposé, la marque, auprès de l'INPI et puis, j'ai une copine qui m'avait dit: «Écoute Charlotte, si tu crées une boîte un jour», parce que c'était un peu évident que je créerais une boîte parce que j'ai toujours dit que je créerais une boîte. «Si tu crées une boîte un jour, je te fais ton logo, je te l'offre, donc trop sympa». Donc j'ai la conviction profonde qu'un jour je vivrai de pourquoi pas moi. Donc la question évidemment, hein, de tous mes copains et copines entrepreneuses, c'est quoi le business plan? C'est ça. C'est quoi le modèle C'est économique? c'est quoi le modèle économique? Donc là, je lance le podcast donc en janvier 2020. Il y a absolument pas de modèle économique. J'ai quand même ce truc de me dire, je vais pas faire de pub avec le podcast, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du truc. Donc je lance le podcast en janvier 2020. Là, les écoutes, c'est juste un truc de malade mental. Ouais, c'est ça, comment Alors tu arrives à faire décoller ça? Parce que la première année, c'est pas nécessairement évident d'arriver à avoir des écoutes qui sont vraiment bonnes, quoi et toi, ça Alors, décolle vite? voilà, ouais, moi, c'est pas que ça décolle vite, c'est que ça décolle aux premiers épisodes. Ah ouais. Ouais, en fait, j'ai lancé le podcast en janvier 2020 et c'était, une semaine avant le salon de la radio où il y avait un truc spécial podcast et donc j'avais eu l'occasion de rencontrer plein de podcasteurs et tout le monde m'a dit: «Mais Charlotte, c'est incroyable». Enfin, je sais plus, j'avais 3 000 écoutes par Ah ouais. épisode, ouais, le truc de fou. Alors comment j'ai fait? Parce qu'il faut ce que j'ai fait, c'est que, alors à l'époque en France, il y avait pas beaucoup de contenu, de podcast.fr n'existait pas. Il y avait pas beaucoup de contenu sur le podcast, donc j'ai mon petit côté bon élève, hein. J'ai épluché tous les contenus en anglais, des Américains, sur comment on fait pour lancer un podcast. Et donc la clé, c'était de dire que tu ne lances pas un podcast avec juste un épisode. Parce que l'algorithme, notamment de Apple Podcast, qui était à l'époque la star et qui l'est quand même encore beaucoup, considère que si tu lances juste un épisode, bah, ça va être comme 80% des podcasts où ils lancent un épisode et après ça s'arrête. Ouais. Donc l'idée, c'est de lancer, d'avoir ta bande annonce plus 2 épisodes à minima pour, faire en sorte que ça fonctionne. Ensuite, tu connais pas la date exacte où le podcast va sortir parce que donc moi j'avais choisi de bosser avec des Français avec Ocha. Ouais, en Et donc hébergeur. du coup, j'avais fait tout ce qu'il fallait avec Ocha et enfin donc mis en ligne mais sauf qu'en fait, entre le moment où tu mets en ligne et le moment où tu vas remonter pour la première fois sur les plateformes, il peut s'écouler quelques jours donc c'est pas, autant, après c'est immédiat ou quelques Ouais. minutes, autant pour le premier le premier épisode quand tu crées ta chaîne, ça prend un peu plus de temps donc tu ne sais pas. Je me rappelle, j'étais chez le coiffeur et là je fais: «Oh, il est en ligne!» Mais j'avais pas prévu que ça soit aussi vite. Tu vois, j'avais pas prévu et du coup, j'ai fait un vrai plan de com. Donc dans mon plan de com, en gros, donc j'avais, arrêté de travailler j'avais été en arrêt maladie en juin 2019. On avait fait la fin de mon contrat genre en fin octobre, je crois, de mémoire et là, si tu veux,
Bah, en fait, j'avais quand même un énorme syndrome de je peux pas dire que je ne fais rien sur LinkedIn, c'est pas possible. Heu, alors aujourd'hui, je pense que je l'assumerais, mais à 1000, mais à l'époque, pour moi, c'était pas possible parce que c'était l'ancienne Charlotte et du coup, j'ai passé des nuits et des nuits et des journées à aller sur tous mes, contacts LinkedIn. En fait, tu peux faire un export LinkedIn de tes contacts, Ouais. mais avec le RGPD, tu ne pourras pas avoir toutes les adresses email. Donc je suis retournée sur tous mes contacts LinkedIn. Là où il y avait pas les adresses email ou dans l'export et parfois tu les as en manuel, j'ai été les récupérer. Donc je me suis fait un fichier, je sais plus combien il y avait de personnes, mais il y avait peut-être 300 ou 400 personnes, peut-être 500 même et donc j'ai fait un emailing à toute ma base, enfin toute cette base que du coup que j'ai créée, hein, en disant: «Bah voilà, en fait j'ai fait un burn-out, je fais mon coming out, avec la création de ce podcast. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos étoiles, de vos commentaires, alors pas les commentaires sur Apple Podcast, mais si, étoiles et commentaires pardon et que vous inscriviez aussi». Ça, c'est un truc hyper important et donc du coup ça clairement ça a aidé. Autre truc qui a aidé aussi, c'est que j'ai ma cover qui est hyper pro. J'ai un site web que j'ai créé, sur WordPress, donc de toutes pièces. Donc si tu veux, ça fait crédible. Tu vois? Ouais. Ça fait crédible. En plus, j'ai lancé le podcast avec 2 épisodes, parce que finalement donc j'avais interviewé Sophie mais bon, elle a couché, je sais pas, 15 jours après. Donc elle était hyper essoufflée. Donc elle m'a dit: «Écoute Charlotte, j'aimerais bien qu'on refasse l'interview». Donc du coup, je l'ai pas diffusée alors c'était un coup marketing, mais qui était pas voulu. C'est qu'en fait, la première personne que j'ai diffusée, c'était Pénélope Boeuf Ouais. et Pas et anodin donc du coup. pas anodin et en fait, conseil, c'est que d'inviter des podcasteurs, bah, voilà, quand ils sont sympas et enfin normalement les gens que vous interviewez, ils sont censés relayer. Alors sur les plus de 200 personnes que j'ai interviewées, tout le monde n'a pas joué le jeu, mais en tout cas, on va dire que l'essentiel a joué le jeu et Pénélope, elle a vraiment joué le jeu. Surtout qu'à l'époque, les gens écoutaient des podcasts, mais pas non plus autant qu'aujourd'hui. Bah, quand tu interviews une podcasteuse, bah, forcément, bah, elle a une communauté de gens qui écoutent des podcasts et donc du coup, forcément, bah, ça favorise les écoutes pour un podcast. Et la deuxième personne que j'avais interviewée, c'était, Chicandier, qui est, l'idole d'une certaine génération de mecs. Lui, en fait, bon bref, il était notaire, il est devenu humoriste à succès, enfin, tu vois? Il était dans le dernier Astérix et Obélix, enfin, il a une carrière qui est quand même, incroyable. Alors il était pas aussi connu quand je l'ai interviewé que, maintenant, mais bon, passons. Mais c'est quelqu'un qui avait donc il a vraiment bien relayé et il avait une communauté, hyper engagée, donc ça a vraiment bien boosté. Et lui alors autant Pénélope, bon, j'ai donné le contexte tout à l'heure, je la connaissais personnellement. Autant, Chicandier, je ne le connaissais absolument pas. Je connaissais personne qui le connaissait et je l'ai simplement contacté sur LinkedIn en disant: «Bah, voilà, j'avais pas d'épisode de podcast du coup de sortie, hein», en disant: «Bah, voilà, bonjour, je m'appelle Charlotte, voilà mon histoire et j'aimerais vous interviewer». Au Grosso merdo. culot. C'est du culot. C'est Chicandier, je l'ai contacté sur LinkedIn et ça s'est fait hyper rapidement. Adeline Blondiot qui est devenue sophrologue, qui est une femme vraiment Ouais. alors moi, c'était mon idole, étant jeune avec Sous le soleil, Oui. Adeline, je l'ai contactée, alors je sais plus, sur Insta ou sur LinkedIn. Elle m'a pas répondu, je crois que j'ai dû la relancer 3 fois, genre en Ah 1 an ouais. et demi. Et puis OK. finalement, bah, on l'a fait au bout d'1 an et demi. Donc ça, c'est un message aussi, c'est pas enfin, apprenez à être patient parce que le moment où enfin, si ça doit se faire, ça se fera, mais par contre, il faut pas oublier de relancer, hein, parce que Ouais, il faut sinon relancer voilà et ne pas hésiter quoi, parce que parfois on peut avoir tendance à exactement. se décourager, se dire: «Bon, je relance une fois» et au bout d'une relance, mais en fait, ça suffit pas nécessairement de faire une relance. Ouais et puis il suffit que parfois enfin même moi tu vois, enfin j'ai toujours à cœur de toujours répondre, mais enfin ça tombe sur une semaine où tu es ras la tête, tu en as de partout, enfin Ouais, bien sûr. Mmh. il faut et puis tu peux avoir, je sais pas, tu es dans ton lit, tu as squeezé le mail, enfin bref. En tout cas, il faut pas hésiter à relancer. Au pire, enfin, on te dit non, mais bon, en tout cas ça se tente et même parfois, tu vois, moi ça m'est arrivé qu'on me dise non et qu'après on me dise oui. Après, OK. c'est déjà arrivé qu'on me dise oui et qu'après on me dise non aussi. Mais, en tout cas, il faut pas hésiter, vraiment à contacter les gens et tu vois, il y a des gens qui vont vous dire, oui carrément, demain. Il y en a d'autres qui vont vous dire: «Bah, OK, dans 6 mois, dans ou plus», bah, la fameuse Charlotte dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y en a qui vont te demander patte blanche. Tu vois? Typiquement, Heu, j'ai interviewé, l'ex-première dame, du Canada, Ouais, qui j'ai est, vu ça. ambassadrice de la santé mentale
et je l'avais, écoutée, sur Métamorphose et bon bref, elles étaient enfin ce qu'elle racontait, j'étais là: «Mais enfin je rêve de l'avoir dans le podcast». Donc j'ai contacté, son attaché de presse au Canada qui m'a dit: «Ah bah non, c'est pas nous, c'est faut passer par la France». Là, on m'a demandé en gros, les écoutes, l'audience, en bref, de raconter un peu, beaucoup de choses et limite limite fallait faire un PowerPoint et puis, bah, finalement ça s'est fait quoi. Donc il y a des personnes, voilà, dans les personnes célèbres, il y en a qui vont te dire tout naturellement: «Bah, OK la semaine prochaine» et puis il y en a d'autres qui vont demander patte blanche et si vous avez pas encore de communauté d'écoute, c'est pas grave, vous leur dites: «Bah, écoutez, c'est» enfin, soit vous êtes simple, enfin, moi je pense que la simplicité, ça peut être juste de dire: «Bah, écoutez, non, en effet, aujourd'hui, j'ai pas une grosse communauté, tu mets tes tripes sur la table, les gens ils te disent oui, ils te disent non et puis, au moins tu faut tenter». Ouais, il faut vraiment y aller et en fait, c'est aussi ce que disent tous les podcasteurs, soit que c'est qu'à un moment donné, il faut tenter et puis, ça marche, c'est tant mieux et puis ça marche pas, ça peut marcher plus tard. C'est ça et puis c'est se dire si c'est enfin, tu vois, je pense à Natacha Cadestremé, qui pour le coup, elle m'avait demandé, pas mal d'infos avant de l'interviewer. Je l'avais contactée en septembre. En de septembre 2021, on avait calé ça genre en décembre parce qu'elle avait un gros agenda et tout. 2 jours avant, elle s'ouvre la main, elle me dit: Écoutez Charlotte, est-ce qu'il faut qu'on décale parce que enfin bon, c'est trop compliqué». «Pas de souci». Enfin, en fait, moi vraiment les gens, je leur dis: «Il y a pas de pression. Enfin, on le fera quand il faut». On avait décalé en mai. Finalement, elle a eu un bad buzz, donc elle me dit: «C'est pas le moment pour moi». Pas de souci. Et finalement, on l'a fait en juin 2022 et en fait, l'interview parce que ce qui est génial avec les interviews de podcast, c'est qu'on apporte aux autres, mais nous, on grandit et en fait, le fait d'avoir discuté avec elle de son livre, j'ai fait un protocole, de son livre juste après, l'avoir, interviewée. Ça a littéralement changé ma vie, mais vraiment, enfin, à un point qu'on peut même pas imaginer Ah ouais, à et ce point-là? OK. ouais, à ce point-là. En gros, j'ai divorcé. Voilà. Donc ouais, le protocole m'a fait poser une question qu'il fallait poser à mon ex-mari, qui a provoqué la fin de notre histoire. Donc ouais, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en mai ou quoi, cette question-là, il fallait que je lui pose à ce moment-là parce qu'avant ça aurait pas genre je pense que j'aurais pas été, prête à encaisser de la même façon. Et puis, bon bref, la vie aurait été différente, mais en tout cas, ouais, tout doit se faire au bon moment. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que tu parles de timing et du fait de pas se mettre de pression et de laisser les choses se faire, tout en, quand même continuant à relancer, à Ouais, c'est ça. communiquer et cetera quoi. C'est, Faut ouais. croire, faut enfin même tu vois, alors là, bon là, c'est un cas vraiment extrême que dont dont je parle. Heureusement, c'est pas le cas comme ça pour toutes les interviews du podcast. Mais, je pense à d'autres personnes qui m'ont dit: «Bah écoutez, il faut qu'on décale ou on» et en fait, c'est parfois ils ont eu une actu qui a fait que, bah, en fait, entre le moment où j'étais censée les interviewer et le moment où je les ai vraiment interviewés, il y a une actu incroyable qui faisait vraiment sens avec le podcast et du coup, qui faisait que le podcast était encore plus chouette. OK et en termes d'audience, donc ton podcast décolle très vite. Ouais. Comment est-ce que tes audiences, elles ont évolué au cours, bah, maintenant du coup, ça fait quasiment 5 ans. Ouais, J'ai ça va vu faire aussi 6 ans même, hein. ouais, Ouais, 6 ans, oui, c'est vrai 6 parce que ans. c'est ouais Ouais. et tu t'es mis aussi à interviewer aussi des gens qui sont vraiment plus dans le dev perso, pour aller, creuser plus en profondeur la question des freins, des blocages, ce que tu disais en début d'interview. Comment est-ce que quel regard tu portes sur l'évolution du podcast aujourd'hui? Alors du coup, ça ouais, le podcast va là, clairement, on est le 11 décembre, donc mes premières interviews, c'était il y a 6 ans. En fait, en créant le podcast, j'avais vraiment envie donc d'aller à la rencontre de toutes ces personnes et à ce moment-là, donc j'étais au chômage et je diffusais, je crois, au début, un interview par semaine. Ce qui est quand même assez colossal, sachant qu'alors moi je fais pas de montage à part, l'intro et la conclu, mais à chaque fois je fais un billet de blog avec pas mal de citations, je fais un réel, enfin je fais quand même un gros plan de com par épisode et donc du coup, au début c'était OK et puis après, quand il a fallu commencer à gagner ma vie, c'était, heu, c'était trop lourd et comme je vous disais, j'ai jamais fait de pub, alors une fois en 5 ans, de sur le podcast mais parce que j'avais cette conviction qu'en fait le podcast, il me sert déjà il me sert parce que pourquoi pas moi, c'est une entreprise à mission et que du coup, c'est un peu mon bénévolat, voilà, il y a plein de gens qui me disent: «Bah, voilà, le podcast m'a aidé à changer de vie», donc c'est cadeau, hein, et à côté de ça, en fait, à force d'interviewer les invités du podcast,
je me suis dit: «Mais moi, j'ai envie», enfin, clairement, j'étais encore en burn-out, j'étais encore, je savais pas, enfin, au fur et à mesure, je me reconstruisais, mais je m'étais fait accompagner par plein de professionnels de santé, mais je savais pas ce que j'avais envie de faire de ma vie et je me suis dit: «Mais moi, j'ai envie d'être comme mes invités du podcast», à savoir, ils ont plus peur, enfin, ils ont toujours des peurs, des doutes, mais en tout cas, ils ont plus peur d'avancer, ils avancent. Ils me disaient qu'il y avait un espèce d'alignement des planètes, qu'ils avaient plus l'impression de travailler, enfin, et je me suis dit: «Mais moi, je veux être comme eux». Et puis, tu vois, j'avais créé une communauté sur Instagram et qui commençait à alors, ça commençait à prendre doucement, hein, mais bon, ça commençait à prendre un peu. Et là, tout le monde me disait: «Mais nous, on aimerait bien savoir ce qu'elle nous raconte, notre petite voix». Et donc le podcast cartonne et puis, bah, là, il y a le covid. Donc on est confinés. J'avais pas mal d'épisodes d'avance et donc je diffuse et puis bon, à un moment donné, on est toujours confinés, pendant quand même bien longtemps. Et là, si tu veux, au début du covid, je me dis j'ai une intuition hyper forte qui me dit: «Ça va être un», alors déjà, j'ai la conviction forte que ça va pas durer, je sais plus ce qui avait été annoncé, 1 ou 2 semaines. Enfin, ouais, si tu veux, Ouais. j'ai dit à au père de mes enfants, j'ai dit: «Non mais là, on va aller se faire prêter une maison à la campagne par ma tante parce que je sais qu'elle va pas y aller et puis, on va remplir la voiture, on va prendre le Thermomix parce qu'on va pas partir 2 semaines, c'est sûr». Enfin, C'est plus long, et bon, tu le sens, quoi. ouais, ça, ah ouais, je savais que ça allait, alors j'étais pas allée jusqu'à prendre les affaires d'été, tu vois? Mais en tout cas, j'avais compris que ça allait durer longtemps et puis que ça a été un moment particulier dans la vie des gens pour se poser vraiment des questions en profondeur. Là, les écoutes du podcast, par contre, baissent parce que les gens l'écoutent soit à plusieurs, parce qu'ils ont plus de transport, parce qu'ils ont plus de transport, ils ont plus de sessions de sport, donc les écoutes baissent. Mais je me dis qu'il faut quand même, aider et donc du coup, je crée un programme en ligne qui est 100 gratuit, où je fédère, alors je sais plus, je crois qu'il y avait une vingtaine ou trentaine d'experts dans l'univers du développement personnel. Donc il y a des gens que je connais comme ça, mais d'autres que je ne connais absolument pas. Donc pareil, hein, j'ose. Et là, donc on lance le programme qui dure 1 mois et je sais plus combien il y a eu d'inscrits, mais c'était enfin plus de 1000, je crois, de mémoire, tu vois? Un Ah truc, ouais, vraiment, ouais, énorme. c'était même 1 500 de mémoire, enfin, tout le monde avait vraiment joué le jeu sur le relais et compagnie. Donc ça m'a créé une base email. Et notamment d'ailleurs dans les clés du succès du podcast aussi, c'est d'avoir, une base, alors oui, il y a la communauté sur Instagram et compagnie, mais c'est hyper important d'avoir sa propre communauté, par email parce que, vous savez jamais si l'algo, il va vous mettre en avant ou pas et pour pouvoir vraiment, bah, avoir des infos sur vos clients, ça c'est, expérience de marketeuse. Et donc du coup, je lance ce programme et là, je me dis qu'en fait, j'adore créer ce programme, j'adore animer des masterclass, enfin, je trouve ça trop chouette. Et à ce moment-là, donc là, on est déconfinés, on décide de quitter, Paris pour retourner vivre à Marseille. À ce moment-là, donc j'ai une maison d'édition qui me contacte pour écrire un bouquin. Donc mon premier livre qui s'appelle, «Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail». Et en écrivant ce bouquin, je me dis: «Bah, écoute, c'est trop cool, mais je vais pas gagner ma vie, vu les droits d'auteur que j'ai négociés, c'est pas le sujet». Et c'est là où je me dis: «Bah, en fait, je vais créer mon propre programme et je vais aller chercher à comprendre comment on fait pour être aligné». Et donc c'est là où je découvre le concept de raison d'être, et donc du coup, je crée ma propre méthodologie, donc qui est assimilée à un, en fait, au début, je sors un programme, on va dire classique et puis je me dis: «Comment on fait pour qu'il soit finançable, pour les personnes?» Et donc là, je me dis: «Bah, tiens, il va pouvoir rentrer dans la case du bilan de compétences». Et du coup, je l'ai appelé le bilan de compétences et de besoins parce que l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes d'apprendre à se connaître, de savoir quels sont leurs besoins pour pouvoir, être alignées. Et donc au fur et à mesure des interviews du podcast, donc moi, j'ai monté, en éveil, en conscience et compagnie. Donc forcément, mes invités, j'ai toujours eu à cœur d'interviewer des personnes avec, des parcours plus traditionnels, mais aussi d'aller rencontrer des experts du développement personnel pour aller creuser parce que, je lisais des choses dans des livres et compagnie, mais j'avais envie vraiment d'aller creuser encore plus en profondeur pour moi et puis aussi pour partager les messages à la communauté. Et donc aujourd'hui, si tu veux, je vis du bilan de compétences et de besoins. Il vient de recevoir là en mai-juin dernier le premier prix, Psychologie Magazine, dans la catégorie développement personnel. Donc pour moi, c'est vraiment une source de reconnaissance absolue. Et là, donc pour les 6 ans du podcast, donc j'ai essayé plein de trucs, tu vois, dans le podcast. J'ai essayé donc toutes les semaines. Alors ça, clairement, c'est pour les écoutes, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, un épisode Ouais, par ouais. semaine. Mais il faut réussir à Heu, tenir le rythme, quoi, parce que le rythme est très c'est intense.
C'est énorme, hein. Mais tu vois, cet été-là, c'est ce que j'ai refait, Alors, j'avais participé à un sommet, qui s'appelle «C'est quoi le bonheur pour vous?» et donc j'ai interviewé que des personnes, dans l'univers du développement personnel, donc c'était pas le même format que ce que j'avais l'habitude de faire. Mais j'ai rediffusé toutes les semaines et en fait, les écoutes, elles ont pas du tout été à la hauteur de ce que j'avais imaginé, alors que franchement, c'est la majorité des interviews, alors toutes les interviews sont canon, mais il y en a, c'est vraiment des pointures du développement personnel. Je pense notamment à Christelle Petit-Colin qui est incroyable, à Saverio Tomasella, à Arnaud Rioux. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont des pontes du développement personnel et les écoutes sont pas au rendez-vous. Alors moi, en vrai, comme je vends pas, mon audience, c'est juste que je trouve ça dommage parce que ces messages, ils sont hyper importants. Après là, pour les 6 ans du coup du podcast, je suis toujours contente d'aller à la rencontre de personnes et d'avoir leurs histoires, mais j'ai vraiment envie, d'aller chercher des choses encore plus profondes. Alors plus profondes, pas sur les parcours des personnes parce que je pense qu'on a quand même un bon vivier pour pouvoir aider les personnes à s'inspirer, à trouver du courage. Donc là, l'idée, c'est vraiment en effet d'aller voir des experts. Là, tu vois, j'ai interviewé, Christian Junot, qui Ouais. est un expert de la relation, à l'argent. Là, je vais interviewer, j'ai calé 2 interviews là, le 30 et le 29 et 30 décembre, avec Marion Kaplan qui est, la créatrice du Vitaliseur sur tout ce qui est alimentation, avec un médecin spécialiste du burn-out. Parce que, aujourd'hui, si tu veux, ma cause, on va dire, ma raison d'être, c'est d'éviter aux personnes de faire un burn-out ou, en tout cas de les aider à en sortir ils sont dedans. OK et donc pour 2026, donc il y a un nouveau livre qui va sortir, c'est ça? Un troisième qui sort? Alors, il y a cette année, il y a eu le deuxième qui est sorti qui s'appelle, «Dois changer de métier pour être aligné avec mes besoins». Donc l'idée, c'est vraiment pas de dire aux gens: «Vous avez besoin de vous reconvertir». Ça, c'est vraiment, il y a plein de podcasts d'influenceurs, influenceuses qui disent: «Quittez votre job, démissionnez, quittez tout, lancez un side project». Moi, je suis vraiment axée sur écouter vos besoins. Donc ça, c'est vraiment, la clé pour moi et donc ce livre-là, en gros, à la fin du livre, c'est, par rapport à tout le travail d'introspection que je vous ai aidé à mener, la conclusion, c'est oui, j'ai besoin de changer de métier ou non, j'ai pas besoin de changer de métier. Et donc, ça sera le deuxième tome sur oui, j'ai besoin de changer de métier. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments, c'était Avec plaisir. hyper riche. Donc on peut écouter ton podcast Pourquoi pas moi sur, toutes les plateformes d'écoute et évidemment sur, notre application podcast.fr et aussi sur notre site, internet. Merci beaucoup Charlotte. Merci Claire.